Pierre Tapie, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société de conseil Paxter et ancien président de la conférence des grandes écoles et de l'ESSEC. Nous allons parler d'enseignement supérieur en Afrique. Alors vous soulignez que le boom démographique et le potentiel économique du continent africain en font une terre prometteuse pour l'enseignement supérieur au cours des prochaines années. Quelle sera l'importance de ce phénomène selon vous ? Alors, elle est prometteuse et elle est stratégique en même temps. D'abord, l'ampleur du phénomène. Chez Paxter, depuis 4 ans maintenant, nous avons mené des études très approfondies de prévision du nombre d'étudiants dans le monde, pays par pays, dans 76 pays qui correspondent à 91% de la jeunesse mondiale pendant les 15 prochaines années. Nous avons fait des corrélations statistiques sur des grandes données, etc. et sommes arrivés sur certains paramètres à des corrélations de 90%, donc vraiment des choses très robustes qui nous a permis des prévisions. Et à partir de ces prévisions, nous avons établi qu'il y aura à peu près 15 millions d'étudiants de plus en Afrique dans 15 ans qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 1 million de plus par an chaque année. C'est des choses qui sont très différentes selon les pays, bien évidemment. Mais la demande d'étudiants, la demande de faire des études va correspondre à des nombres supplémentaires tout à fait considérables. Et aujourd'hui, il faut dire que les dispositifs de formation africains sont très en peine pour être capables d'accueillir de telles augmentations. Alors justement, la pauvreté des États et d'une grande partie de la population, est-ce que ce n'est pas un obstacle? Qui pourraient être les nouveaux acteurs de ces formations et à quelles conditions de prix? Alors c'est une question très importante parce que dans ces pays, selon comment vous dessinez le prix, vous allez être hors marché ou vous n'allez pas être hors marché. Je pense que ce qu'il faut imaginer, c'est d'abord de regarder comment dessiner des formations pertinentes pour l'emploi local. C'est très important parce qu'aujourd'hui, dans un grand nombre de pays d'Afrique, le taux de chômage des jeunes diplômés est très supérieur au taux de chômage des jeunes. Le diplôme éloigne de l'emploi et non pas en rapproche. Les ratios sont de l'ordre de 150%, voire de 200% dans certains pays. Donc il y a de la formation supérieure, mais une formation supérieure non pertinente par rapport aux besoins du pays. Donc la première chose, c'est d'aller dans ces pays avec son ingénierie pédagogique, sa compétence pédagogique, écouter les besoins et redessiner ce qu'à partir de mes propres compétences pédagogiques, je peux proposer pour que ceci puisse conduire à l'emploi. Et c'est à ce moment-là que, parce que ça va conduire à l'emploi, une contribution des étudiants ou de leur famille est quelque chose qui devient économiquement rationnel, légitime. Et donc les gens sont prêts à payer des frais de scolarité modérés mais significatifs. Alors, un certain nombre d'écoles françaises de commerce ou d'ingénieurs ont ouvert des implantations au Maghreb, notamment au Maroc ces dernières années, voire en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est un moyen de répondre à cette demande? Alors, l'implantation locale est certainement un moyen. Après, quelle implantation, à quel endroit, c'est là où il faut être cohérent sur le plan stratégique. Quand l'école centrale crée Centrale Casablanca avec des scolarités de 5 000 € par an, un cursus très très sélectif, et à partir de ce cursus sélectif, la volonté d'accueillir des gens un peu tout le continent, c'est cohérent. Quand le SC3 organise un bachelor au Cameroun à 4 500 € par an, un peu à destination de la région, c'est cohérent aussi. En revanche, quand une école s'implante au Maroc pour avoir un bachelor qui va avoir les mêmes caractéristiques de contenu et de prix que le même proposé en France, les gens assez riches pour payer un tarif de la métropole, ils vont venir en métropole, ils ne vont pas aller au Maroc. Donc chaque fois, il faut vraiment ajuster en fonction des conditions locales et en fonction du marketing mix, en quelque sorte, de ce que l'on fait sur le plan pédagogique. Et est-ce que l'essor du numérique, selon vous, peut satisfaire une partie des besoins ? Alors oui, en partie. On va être plutôt sur des modèles de blended learning, avec du numérique à distance d'une part et du présentiel dans la plupart des cas. Mais le numérique est sans doute un des éléments qui permettent de répondre à la massification des besoins. Il ne faut pas oublier que chaque année, dans les 15 années qui viennent, dans les 20 années qui viennent, il y aura en Afrique 50 millions de bébés de plus. Il naît en Afrique 100 bébés par minute. Voilà. Donc depuis que nous parlons, à la fin de notre entretien, seront nés 500 bébés à peu près. Et donc pour arriver à former ces gens-là, il faut à peu près chaque année créer dans le primaire 1 million de classes de 50 personnes. On n'y arrivera pas parce qu'il n'y a pas les professeurs, il n'y a pas les maîtres formés, etc. Et on n'y arrivera pas sans une présence lourde du numérique. Le numérique et le modèle mixte entre numérique et non numérique est également très précieux pour former en fait au niveau de formation qui est aujourd'hui le plus demandé en Afrique, c'est-à-dire du technicien supérieur ou des gens de niveau bachelor professionnalisant,
parce que c'est là qu'il y a le besoin de masse et c'est là où aujourd'hui les formations, les institutions de formation africaines ne fournissent pas vraiment le marché du travail et c'est là sans doute que nos écoles, nos universités ont de grandes opportunités. Eh bien, merci beaucoup Pierre Tapie pour cette analyse sur les enjeux de l'enseignement supérieur en Afrique. Merci.